ouais, le genre de maman que même ta maman sait que si elle t'a tapé, il ne va rien se passer. Parce que c'est la maman de tout le monde. D'une femme qui a accepté de vivre en concubinage pendant de très longues années. De très 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 longues années, elle va être bousculée par le fait que son mari vient lui proposer, après de très longues années, d'accepter d'avoir une coépouse. Une coépouse, un mari qui lui disait souvent qu'à l'époque où il était au travail, qu'il ne pouvait pas l'épouser parce que ça coûtait un peu trop d'argent, le mariage, surtout le mariage à l'état civil, etc. Et qu'au final, quand il veut maintenant épouser la deuxième, apparemment, la deuxième est même capable de financer et le mariage de la première et le mariage de la deuxième. Et je vais laisser l'orchidée Moulengi pousser sa question. Donc, en fait, la nouvelle, elle est très vraiment amusante d'un côté, elle est très triste et en même temps symbolique, surtout à travers la symbolique de la chevelure du mariage. Du coup, ma première question, c'est pourquoi la chevelure du mariage? Pourquoi tu as voulu prendre les cheveux de notre Madodo pour mettre en avant cette femme qui de nature est belle, toujours en train d'induire de l'huile dans ses cheveux, cette femme exemplaire qui avait, je crois, 45 ans de concubinage avec son mari, donc M. Édouard, qui décide aujourd'hui de prendre pour épouse sa locataire. Géraldine, du coup, d'abord, pourquoi la chevelure du mariage? Alors, pourquoi la chevelure? Parce que la chevelure a une symbolique particulière chez la femme en général. Nos cheveux sont nos antennes. Nos cheveux sont le reflet de notre santé physique, émotionnelle et psychologique. Madodo, pour ceux qui ne la connaissent pas, Madodo avait de très beaux cheveux naturels, comme les sirènes à l'époque dans les clips de Papa Vicos, assises sur un rocher et qui bougeait, qui séduisait tout le monde avec les cheveux. Donc Madodo, c'était cette femme sans façon, sans contrefaçon, avec ses jolis cheveux naturels. Et là, la vie de Madodo va basculer. Basculer parce que l'homme qui la maintient dans un transit et dans une transition sentimentale depuis 45 ans va soudainement se souvenir qu'il a envie d'épouser une femme beaucoup plus dynamique pendant que Madodo a porté tous ses enfants, pendant que Madodo a renoncé à ses aspirations professionnelles. Monsieur Édouard va finalement avoir l'appel de la jeunesse. Donc, c'est à la retraite, ayant fatigué Madodo, que Monsieur Édouard va vouloir se rajeunir dans les bras d'une autre. N'est-ce pas? Le cheveu chez la femme dit beaucoup de choses. Et donc, Madodo est à l'image de la femme de notre société qui va perdre ses cheveux par le stress. Dans les années 60-70, je n'étais pas là, mais comme Marondou, c'est une déesse, je crois que toutes nos mamans avaient leurs cheveux. On ne souffrait pas tellement d'alopécie, on n'était pas aussi stressé, n'est-ce pas? Donc, l'histoire de Madodo, c'est l'histoire de toutes ces femmes. Perdre ses cheveux, en réalité, c'est perdre une partie de son histoire. Maintenant, lorsqu'on perd ses cheveux parce qu'on est une femme stressée, ça veut dire que le cheveu, comme tous les organes du corps, le cheveu est connecté au cœur. Et donc, la souffrance de Madodo parle. Et la chevelure dont elle était fière, elle finira par s'en départir quelque part. Le cheveu n'est qu'un prétexte, en fait, pour parler de ce que cette femme va quitter son corps de valeur, son corps de tendresse, son corps de douceur, pour entrer dans une bataille qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi j'ai pris la symbolique du cheveu. Peut-être dire un passage, par exemple 36, je crois là c'est M. Édouard qui parle. Dolores, nous n'avons plus l'âge de remettre nos sentiments en question. Je n'ai jamais soupçonné une infidélité ou autre chose te concernant. Tu es la femme de ma vie et la mère de mes enfants. Je ne cesserai jamais de te le répéter cependant. Je suis un homme et la solitude n'aide pas mes vieux jours. Géraldine est une aide pour nous et tu en verras les bénéfices d'ici quelques années. On sait que Géraldine, c'est une femme entrepreneur qui a de l'argent, qui est prête à financer les deux mariages, qui est aussi prête à mettre de l'argent dans les affaires du mari, qui malheureusement, je crois M. Édouard mettra les mains sur la tête à cause d'un événement fâcheux. Donc du coup, il y a ce niveau de maraboutage qui intervient. Du coup,
pas l'habitude d'aller chez les Ngangas, c'est elle qui accompagne les autres. Aujourd'hui, elle décide d'aller consulter un marabout pour lui dire ça, cette histoire, je ne la vois pas en fait claire. Qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte, le marabout dit, selon lui, la femme d'un mari a été maraboutée. Après, il y a cette Madodo qui cherche à faire un retour à l'envoyeur. Et après, je me suis demandé, ma femme, pourquoi faire intervenir cette partie de l'histoire? On sait que toutes nos mamans, pas toutes, on sait, elles ont vécu voilà, de ce genre d'événement malheureux où aujourd'hui, il y a papa Edouard qui va dire non, on va d'abord construire la maison avant de faire le mariage. Demain, non, il y a l'enfant qui est arrivé, on va d'abord élever l'enfant, ça c'est que les enfants vont se multiplier, ce sont les études, il faut payer, jusqu'à on va vieillir, il n'y a plus le mariage, et lui il dit c'est sans seul finalement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Maroulou? Qu'est-ce qu'elle veut démontrer? Surtout avec cette... J'étais un peu heurtée parce que Maman Dodo c'est une femme calme. Elle n'a pas le droit de consulter les marabouts. J'ai vu un peu Maman Dodo, ma mère, qui est cette femme toujours calme. Mais aujourd'hui, elle prend ses pieds pour se rendre chez un marabout. Et c'était quoi la décision finale? Elle n'avait plus d'autre... En fait, pourquoi? Comment est-ce qu'on assiste une femme qui a passé 45 ans avec un homme qui lui a donné son énergie vitale, sa beauté, son ADN, son histoire, sa culture, ses valeurs, son utérus, ses organes et son cœur. 45 ans plus tard, il ne l'a même pas encore sécurisé du point de vue du législateur, et on bouleverse la vie d'une femme qui a déjà une histoire avec un homme. Pour quelle raison? Alors, des Madodo dans nos familles, il y en a beaucoup. Hein. Pourquoi est-ce que les femmes comme Madodo acceptent de rester 45 ans? Est-ce que nous, les femmes d'aujourd'hui que nous sommes, est-ce que le mariage commence le jour où on va voir le législateur? Parce que tout le monde dans le quartier dit à Madodo qu'elle est la femme d'Edouard, non? Est-ce que le mariage, c'est forcément le fait d'aller voir le maire? Ça, c'est une première question. Et je ne peux pas y répondre. Parce que c'est ceux qui liront qui y répondront. C'est pourquoi il faut acheter le livre. Parce que nous sommes tous en études pour faire avancer notre société. La deuxième question, c'est: est-ce que parce que notre tradition dispose de ce que nous pouvons être polygame, est-ce que quelqu'un peut se lever après 45 ans et 9 maternités pour dire à une femme, toi, tu es restée à la maison, l'autre là qui est un peu plus jeune, un peu plus belle, un peu plus sexy, elle va nous travailler l'argent. Est-ce qu'on a le droit de faire ça à sa partenaire de vie après 45 ans? Moi, je ne sais pas. Je ne fais que rapporter ce qui s'est passé dans les ruelles du quartier Asile, n'est-ce pas? Alors, il y a une période, moi je me souviens lorsque je grandissais dans notre quartier, Asile, il y avait une petite cabane quelque part dans la ruelle. On ne savait pas très bien, c'était écrit avec du charbon, chez Abou, chez Diallo, chez Samba. Et puis ces personnes, on y voyait rarement des hommes rentrer. Mais toutes les mamans du quartier rentraient là-bas à l'heure où leur mari n'était pas là pour aller essayer de régler les problèmes de foyer. Bon, ma question c'est, jusqu'où nous les femmes, nous allons laisser que nos émotions, nos malheurs fassent prospérer des business? Qui donne la légitimité à ces marabouts qui peuvent être aussi des marabêtes, qui peuvent être des ngangas, des nganguettes, peu importe. Mais à quel moment nous sortons de notre canal familial pour aller parler de nos problèmes de cœur ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus dans nos familles des médiateurs? Parce que dans toutes les familles gabonaises, il y a des conseillers conjugaux. Ça peut être la tante, ça peut être l'oncle, ça peut être le grand-père du village. Alors, quand on s'en va chez un monsieur ou une dame qui est venu travailler l'argent ou qui travaille son argent pour lui dire « Je veux régler, aïe, j'ai mal, vraiment, papa Edouard me torture, il veut épouser une autre femme. » Mais Abou le marabout, qu'est-ce qu'il va dire à Madodo? Il est obligé de l'aider. Ça pose aussi le problème de ce que, dans ce cher pays que nous chérissons tous, les cabinets de psychologie et de conseils matrimoniaux ne sont pas accessibles.
Donc, qu'est-ce que vous voulez que Madodo, qu'est-ce que vous voulez que les Madodo fassent? Les Madodo sont en quête d'un peu de réconfort. Donc, elles vont aller même dans la gueule du loup. Parce qu'en plus, d'Abou, il y a une femme très intéressante qui intervient dans le processus. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans les nouvelles de Marundou, c'est qu'on va, si vous êtes une femme, vous allez sentir qu'on va d'histoire révoltante en histoire révoltante. Ah si, moi j'ai mis les organes parce que dans le calibre 12 de mon père, je me suis mise à la place de Marundou. Je me suis mise à la place de Marundou et j'ai compris pourquoi Marundou, de sa petite taille, son petit corps, s'est levé et a pris le calibre 12 de son père. Dans cette nouvelle, et ça démarre à la page 149, dans cette nouvelle, on montre comment la grossesse, surtout les grossesses juvéniles, on donne toujours la responsabilité à la femme. Parce qu'on dit toujours à une femme comment tu as fait pour tomber enceinte. Parce qu'apparemment, la femme doit expliquer à l'homme qui était aussi impliqué dans l'acte comment elle est tombée enceinte. Il y a un passage, là je ne peux pas le dire, mais là je vous fais un peu le brief. C'est-à-dire, nous deux, on a des parents, nous deux, on vit dans des maisons, on se fréquente, et on se fréquente beaucoup et fort. Et je tombe enceinte et tu me dis, et la première réaction c'est, qui est le père? Est-ce que vous vous rendez compte? Et ce qui est fou, j'avais une discussion avec ma tante hier soir. Elle me disait que lorsque mon petit frère est venu avec la nouvelle que sa petite amie était enceinte, la première chose que ma tante a demandé, et c'est quand même quelque chose qui m'a fait tourner la tête, c'est: est-ce que tu es sûr que tu es le seul gars que la fille fréquente? Ok, d'accord. Le petit a dit que oui, il est sûr, etc., etc. Et lorsque ma tante a rencontré la petite amie de mon petit frère, elle lui a encore posé la question: est-ce que tu es sûr que c'est le seul gars que tu fréquentes? Je sais que nous sommes en 2024 et que cette question a sa place, n'est-ce pas? Oui. Cette question a sa place, mais dans le calibre 12 de mon père, on se retrouve avec une jeune fille qui est obligée d'avorter parce que du côté de l'homme, que ce soit le jeune garçon ou même son paternel, tout le monde nie la grossesse. Le jeune garçon ment à son père et ça m'a révoltée parce que il n'y a pas que les jeunes filles qui vivent ça. Il y a aussi des femmes adultes aujourd'hui qui vivent ça, même dans la trentaine. Elles vivent des relations intimes avec des hommes et puis ces mêmes hommes, des relations non protégées que je ne vous recommande pas. Et on va lui dire: mais comment ça tu es tombée enceinte? Est-ce que c'est moi le père? Et justement, hormis la colère que ça a créée chez moi, quel est le message? S'il fallait que tu nous donnes un message à propos du calibre 12 de mon père, hormis que le calibre 12 c'est dangereux pour les enfants de moins de 10 ans et qu'il faut éviter de laisser les armes à portée des enfants, s'il vous plaît, quel est le message de Marundou à travers cette nouvelle? Alors, le calibre 12, c'est une arme qui exprime beaucoup de colère, n'est-ce pas? Donc, au lieu de vouloir régler les conflits de cet ordre avec le calibre 12, il faut commencer par éduquer les enfants sexuellement. Parce que c'est bien de venir et de dire: non, moi, mon fils, c'est pas lui, je ne suis pas sûre que c'est ton seul gars. Mais mère, as-tu parlé de sexualité avec ton fils? Lui as-tu indiqué qu'un homme dont le biscuit trempe dans tout le lait finit par fondre? Ça, c'est la première question. Parce que venir dire oui, moi je suis pas sûre que mon fils est un seul gars, c'est un peu trop tard. Il faut attaquer le mal à la racine. Nous sommes dans une société où nous avons valorisé l'homme à travers de ce que je qualifie comme étant la politique de la verge tendue. Plus la verge est tendue, plus l'homme a de la valeur dans notre société. Il faut que sa verge soit tendue, il faut que sa poche soit tendue. Et donc, ça commence dès l'adolescence.
Et moi, je crois justement que lorsqu'un petit garçon, on lui donne l'opportunité de ne pas se responsabiliser face à une grossesse, on rentre dans la politique de la verge tendue. Parce qu'à chaque fois qu'il sera dans une situation similaire, on lui a déjà donné la possibilité de dire « c'est pas moi ». Ou alors tout simplement il peut dire « non, moi je ne sais pas si je suis son seul gars ». Ça c'est la première question. Ensuite la deuxième question c'est, et elle revient, qui s'occupe de parler de sexualité à nos enfants dans ce monde d'aujourd'hui? Quand on désigne qui, moi j'ai envie de poser la question quand. Et après quand, comment? Est-ce que nous repartons à nos traditions où les enfants allaient au village pendant les vacances, où on essayait de les scinder, on passait par des rites de passage, d'intégration? Parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les enfants s'éduquent eux-mêmes. Et moi, je crois que un jeune homme qui nie une grossesse est un enfant qui a peur. Parce que dans notre société, on apprend aux femmes à être des épouses, on apprend aux femmes à être des mères, on n'apprend pas aux jeunes garçons à être des pères. Personne ne leur apprend à être des époux. On les apprend à être des pourvoyeurs, celui qui va payer la maison, celui qui saura payer l'école des enfants. Mais qui apprend à ces gens-là à devenir père? Spécialement quand le petit garçon commence à relationner. Ça fait des années, moi j'ai fait une étude avec le PNLS qui parle un peu d'éducation sexuelle. Je leur ai dit que moi ce que je retiens de mon enfance lorsque la pandémie du sida a commencé à toucher le Gabon, il y avait une publicité là où il y avait des gens qui mangeaient et puis il y avait une personne séropositive qui avait, tout le monde prenait ses tabourets et fuyait. Les histoires de Yannick Dombi. Voilà. Donc, il y avait cette période-là où l'éducation sexuelle ne passait que par la peur. Et la peur qu'on a inculquée aux jeunes filles, c'est si tu attrapes une grossesse. Donc, l'ensemble, en fait, de l'éducation sexuelle se résume à il faut utiliser le préservatif pour ne pas attraper la grossesse. Mais on dit il faut utiliser le préservatif à l'homme et on terrorise la femme en lui disant tu vas tomber, la petite fille en lui disant tu vas tomber enceinte. Mais moi je pose une question. On est déjà assez évolué, non? À quand est-ce qu'on responsabilise la femme avec le port du préservatif féminin, par exemple? Parce qu'on a déjà donné les préservatifs, mais on nie toujours les grossesses. On a déjà donné et créé le préservatif, on le divulgue, mais toujours il y a des infections sexuellement transmissibles. Donc, l'éducation sexuelle qui vient là à la télé, moi je pense que ça ne fonctionne pas. Et comment est-ce que ça se matérialise dans nos sociétés? Je le disais d'ailleurs dans un live que j'adressais au président de la transition et à tous les membres du CTRI, je leur disais que la cellule familiale est malade. La cellule familiale gabonaise est malade. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, quelle que soit la classe sociale, il y a une jeune fille mère. Dans chaque famille gabonaise, il y a une mère célibataire. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on aborde cette question, on nous dit « Oh, vous les femmes, vous voulez choisir, vous ne voulez pas vous responsabiliser, vous ne voulez pas écouter vos parents. » Mais le problème, c'est que les parents parlent. Ils parlent, ils continuent à parler. Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que ce sont les moyens? Il y a une perte de valeur. La cellule familiale gabonaise est malade. Et quand elle est malade comme ça, il y a des enfants qui sortent avec les calibre 12. Le calibre 12, c'est la colère. Le calibre 12, c'est une façon de vouloir abattre ce qui nous fait mal. Donc la petite Marondou, elle s'est sentie émotionnellement froissée parce qu'elle voyait une injustice. Et on va laisser au lecteur la chance de découvrir comment la nouvelle se termine. Et je crois que là, on va terminer. Il ne faut pas qu'on leur dise tout, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on leur dise. On est presque. Regardez, le livre est fini. Le livre est fini, mais vous savez, je vous dis, mon âme de journaliste m'impose quand même de faire passer des messages. Et lorsque tu as parlé de la peur, parce qu'on communique la peur à nos enfants, c'est la peur là qui nous amène à Ovatu Kandi. Parce que c'est par peur de dire à sa mère qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a tenté un avortement qui s'est mal passé et Kandi est parti.
Parce que derrière tout ce qui se passe dans notre société, il y a justement ce rapport, parce que je pense que c'est un rapport qu'on entretient dans nos familles. C'est on doit avoir peur de papa, limite c'est maman qui doit être un peu plus gentille, mais sinon papa, on a peur. Et je fais partie de papa à 19h, le salon était vide. Dès que le portail s'ouvre, tout le monde est dans la chambre. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Tout le monde est dans la chambre. Limite, moi, j'avais quand même quelques privilèges parce que je porte le nom de celle qui l'a élevée. Donc, j'avais pas un peu trop peur, mais on avait quand même peur. Parce que dès que la femme de papa a déjà dit, bon, le problème là, je vais dire à ton père, c'est là où tu demandes pardon. Que non, maman, c'est bon, j'ai compris. Je ne vais plus recommencer. Et justement, la peur peut nous amener très loin. Et c'est là où ça amène Candy. Parce que cette histoire m'a rendu vraiment très triste parce que on a beaucoup de jeunes filles qui meurent et on a surtout la pratique de l'avortement. La pratique de l'avortement ici chez nous qui est artisanale. Mamkoum me parlait même de personnes qui utilisent des crochets. Et ça m'a un peu... Vous voyez, je suis le genre de personne pour m'expliquer quelque chose, moi je le ressens déjà. Donc vous imaginez un peu. Et je crois que avant de vous laisser poser des questions, parce qu'on va quand même vous laisser poser des questions, avant de vous laisser poser des questions, on va quand même tenir à ce que je vois beaucoup de personnes d'un certain âge. Nous sommes parents, nous sommes tontons, nous sommes tatas. Ce serait le moment aussi justement d'éduquer sexuellement, d'accompagner les jeunes parce qu'on ne le fait pas beaucoup. Moi, je suis la tata cool. Si ta maman te terrorise, j'essaye d'avoir plus d'informations pour être sûre de pouvoir aider à éviter. Moi, j'ai une fille, ma première fille, elle a 20 ans. C'est la fille de ma grande sœur, elle a 20 ans. Et lorsqu'elle a pris ses 20 ans, je lui ai dit, écoute, ma petite, là, c'est fini, hein, tu es déjà adulte. Là, on ne peut plus te taper, on ne peut plus rien faire. Mais essaye d'entretenir les relations saines avec les hommes. Ne te lance pas dans le sexe juste à cause des émotions. Fais attention, le sexe n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Parce qu'on n'en parle pas assez de la valeur spirituelle du sexe. Et justement, parce que c'est spirituel, on arrive à concevoir des enfants. Donc ce serait un message aussi à nous. Nous faisons attention, parce que l'avortement se pratique tous les jours. Peut-être même au moment là où nous sommes en train de parler, ça se pratique par une jeune fille qui est... En plus, c'est la saison sèche. Vous connaissez la réputation de la saison sèche. Donc, c'est un peu tout ça, les nouvelles de Maroundou. C'est un recueil de 13 nouvelles, je le rappelle. Un recueil de 13 nouvelles, signé Mamkoum, qui vous partage justement tout le quotidien de ces femmes-là. Ces femmes qui se transforment pour la crainte de perdre leur mari. Ces femmes qui se transforment pour attirer l'attention d'Aïl Kapi. Ces mariages qui ont été brisés à cause de réalités de clan, mais peut-être aussi surtout par l'orgueil personnel de certaines personnes brisées, qui nous ramènent justement à la psychologie d'abord, avant d'aller à la psychogénéalogie, la psychologie que Mamkoum essaye aussi de transmettre, parce que lorsque vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que le message est ressenti. Elle crée l'émotion justement, la preuve c'est que le calibre 12 m'a bien mise en colère. Elle crée l'émotion justement pour qu'on puisse se rendre compte des injustices que vivent les femmes, parce que c'est une femme qui est dévouée à la chose de la femme. Et avant justement de donner l'occasion à des gens de poser des questions, parlons un peu de la femme engagée. La femme engagée pour les femmes, parce que tu es présidente de l'ONG Filles, Femmes et Fières. Donc c'est une mission que tu as ressenti au fond de toi. Raconte-nous un peu brièvement cette mission avant qu'on aille à... Ah oui. Est-ce que c'était un soir, la lune était sortie et tout? Moi, j'ai eu, je appelle cette expérience dorénavant le privilège. J'ai eu le privilège d'être une jeune fille mère. Et cette situation a bouleversé et changé ma destinée dans tous les sens. Et je n'ai commencé à guérir de ce traumatisme que lorsque j'ai compris qu'il y avait d'autres jeunes filles qui vivaient ou qui avaient vécu la même chose. Donc, le fait d'en parler, le fait de partager l'expérience m'a déjà désalourdi dans tous les sens, mais c'est surtout que j'ai identifié un besoin.
Dans notre pays, nous avons à peu près, et je parle là sous le contrôle de ma sœur Svetlana Adam Mendom, qui travaille sur ces questions à travers son ONG, nous avons à peu près 40% de foyers monoparentaux. Ça veut dire beaucoup de choses. Et dans ces 40%, il y a plus de femmes qui élèvent des enfants seules. Donc, je pense que si on a 40% de foyers monoparentaux, il faut que les politiques s'organisent pour s'occuper de cette frange de la population qui traverse une étape très importante. Il n'est pas question, lorsqu'on s'engage comme moi, de revendiquer des droits parce que je suis une femme. Il est question de revendiquer d'abord des droits humains parce que les mères célibataires, c'est bien de les juger, mais elles ont sous leur responsabilité les enfants de la République. Et moi, lorsque j'ai compris que le corps de la femme était un enjeu politique, vu qu'au nord, on nous dit que nous faisons trop d'enfants, et ici au sud, on nous demande d'en faire plus. Le corps de la femme est un enjeu politique. Lorsque j'ai compris ça, je me suis engagée. Parce que dans chaque famille, je l'ai déjà dit, il y a au moins une mère célibataire. Dans chaque famille gabonaise, il y a au moins une jeune fille mère. Quand on comprend ça, on est obligé de s'engager. Je me suis engagée pour moi. Je me suis engagée pour ma fille qui est ici présente. Je me suis engagée pour les parents qui m'ont soutenue. Je me suis engagée pour tous les parents qui ne savent pas accompagner cette étape de la vie. Donc j'ai créé en 2016, c'est parti d'abord d'une action solidaire dans mon quartier, aux Anguais, et j'ai fait des brocantes avec des autres filles mères. Nous sommes allés dans les lycées et collèges, nous avons nettoyé les toilettes. Lorsque ma fille a eu la chance d'arriver au collège, je me suis rendu compte que elles se contorsionnaient parce qu'elles avaient peur d'aller aux toilettes toute la journée, parce qu'il y avait des agresseurs, ou alors que les toilettes n'étaient simplement pas propres. Ça m'a poussé à m'engager. Et j'ai gravité autour de certaines femmes aussi, qui sont là, présentes dans la salle, qui ont bien voulu m'accompagner dans ce projet. Nous avons écouté les femmes. Nous avons rencontré des femmes résilientes. Nous avons rencontré des femmes qui ont besoin d'être écoutées. Et donc, on a fait notre petit bout de chemin et nous avons choisi de sensibiliser à travers les réseaux sociaux parce que tout le monde regarde les réseaux sociaux. Or, nous avons passé des heures de live à sensibiliser. Nous avons contacté des professionnels, nous avons tissé des partenariats parce que nous n'avions pas nécessairement toutes les compétences pour accompagner ces femmes-là. Et donc, je pense que je ne suis pas au soir où nous ne sommes pas, ONG Filles, Femmes et Fières, au soir de cet engagement, mais je voudrais dire à toutes les personnes ici qui nous regardent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou là en présentiel, que pour que les femmes d'aujourd'hui soient fières, pour que les citoyennes de cette République soient fières, il faut s'engager pour la fille. Il faut s'engager pour la fille parce que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Et si la femme de demain n'est pas bien traitée, elle ne sera pas fière. Mais que peut-on faire sans fierté? Que peut-on faire sans dignité? On a dit que la transition, c'est redonner aux Gabonais leur dignité. Marondo ici vous parle de la dignité de la femme gabonaise. On commence par lui redonner sa dignité en faisant quoi? Donc mon engagement au sein de cette ONG, c'est ma participation. Parce que j'ai vécu l'expérience, je sais écouter, je sais accompagner parce que ce sont des ressentis que j'ai déjà traversés. Et donc, aujourd'hui, c'est une ONG. Nous sommes un tout petit bureau. Nous n'avons pas encore de locaux parce que, comme vous savez, j'évolue à l'étranger et que c'est difficile. Et même les moyens de sensibilisation aujourd'hui doivent évoluer parce que la jeunesse gabonaise est en perpétuel changement. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'accompagnement. Nous avons besoin d'être soutenus parce que notre action ne peut plus se contenter à de petites choses. Je pense qu'aujourd'hui, et je le disais à ma sœur Nanda il n'y a pas longtemps, mon engagement pour la femme, je suis obligée de passer à un niveau politique. Je ne parle pas de politique politicienne, mais il faut politiser son action pour que ça touche un public plus large.
Parce que pour moi, dans une petite société comme 2 400 000 d'habitants, si on a 40% de foyers monoparentaux, ça veut dire beaucoup de choses. Et je suis triste aujourd'hui de savoir que nous n'avons plus de ministère de la femme ou de promotion de la famille. Il faut qu'on nous ramène ce ministère. Il y a des foyers monoparentaux, il y a des femmes, des mères célibataires qui ont besoin d'allocations. Nous ne quémandons pas. Madame Marie-Sylvie à Kenenge ici dit que la dignité ne se négocie pas. Donc, 40% de foyers monoparentaux, ce sont les enfants de la République. Moi, je refuse de les abandonner. Et donc, on vient au moment là où on va vous donner la parole aussi à vous, parce que j'imagine qu'on vous a un peu plongé dans les nouvelles de Marondou. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ici? Des personnes qui ont des questions? Essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît, pour les questions. Et soyons clairs dans les questions, s'il vous plaît. On vous écoute. On va d'abord commencer avec avec la dame au l'honneur. Alors, avant qu'elle ne parte, je la représente encore. Je crois que ça va être la 3e fois ce soir. Je vous présente l'Orchidée Moulengi. C'est une amoureuse du livre. Elle est gabonaise. Elle est au cœur du projet qui s'appelle la librairie du Mapad. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend les auteurs gabonais. Vous êtes peut-être là et que vous êtes aussi un auteur gabonais. C'est une gabonaise qui a mis à cœur de vendre l'auteur gabonais. Et c'est, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que moi et le Made in Gabon et tout ce qui est gabonais, je le mets en avant. Et d'ailleurs, dans mon projet du mois Louangosé l'année dernière, j'ai parlé d'elle parce que je me dis que ce sont des actions comme ça dont on a besoin. On a besoin de l'Orchidée Moulengi qui parle, qui vend le livre de Mam Koum pendant qu'elle est aux États-Unis, parce que ce livre-là parle aux Gabonais. On a besoin d'accompagner aussi des projets comme ça, et c'est justement pour ça que Mam Koum reverse une partie de l'achat que vous allez faire ou que vous avez déjà fait à sa librairie pour l'encourager. Parce qu'elle prend des stands dans des expositions pour vendre les livres gabonais. On n'a pas de libraire gabonais, c'est, on va dire, la première librairie qui est faite par une gabonaise qui veut vendre le gabonais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On nous décourage beaucoup. Un gabonais qui vend le gabonais, on va toujours te dire « Ah, tu es sûr que ça va passer ?» On a tellement d'auteurs. Aujourd'hui, on ne nous parle que de la mouche et la glu, mais on a des bénitiens Bouchedi aujourd'hui qui écrivent des œuvres, qui font de leur mieux, ils font des événements, qui font beaucoup de choses, mais qu'on ne connaît pas. Et avec l'Orchidée Moulengi, je vous encourage à suivre la librairie du Mapan sur les réseaux sociaux. Elle fait un énorme travail et on voulait déjà te féliciter, si on peut l'acclamer, s'il vous plaît. Parce que c'est un travail qui est très, très, très important. Et je le répète encore, une partie des ventes du livre des nouvelles de Marondou vont aller justement à ce projet. Comme je vous l'ai dit au départ, Mam Koum, c'est vraiment une femme qui veut faire les choses avec les femmes. Et comme vous voyez là, on est des femmes. C'est Nanda qui a introduit, c'est Madame Julie de l'Institut français. C'est vraiment une femme qui fait travailler les femmes. En venant, elle m'a dit, ma petite sœur, je suis en train d'arriver, j'ai besoin de toi. Et vous voyez, c'est justement pour des projets comme ça, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas juste acheter un livre, vous n'allez pas juste vous plonger dans des nouvelles, vous allez non seulement jouer activement dans la vie de 2 femmes, mais vous allez aussi jouer activement même dans ma vie, parce que tous les acteurs ici qui sont là, nous sommes des femmes. C'est vrai que le photographe, j'ai pas eu trop le choix là. Non, je rigole, c'est un de mes frères, mais justement, c'est des hommes justement qui ont... Donc, merci l'Orchidée Moulengi pour ce que tu fais. Vraiment encore bravo. Tu reçois les nouvelles et tu pleures. Alors, les amis, j'ai découvert cette jeune dame. Je crois que sa lumière a brillé pour arriver à mes yeux. Je suis très émue parce que à chaque fois que j'ai parlé avec cette jeune femme, elle m'a dit, Mam Koum, je lis 200 pages à 3 heures.
J'ai dit, à 12 heures, j'ai dit, L'Orchidée, qu'est-ce que tu fais de ta vie pour lire 300 pages? J'ai compris en venant au Gabon il n'y a pas longtemps que la lecture, la littérature pour cette jeune dame, c'est sa bouée d'oxygénation. Elle a besoin des mots. Elle a besoin des mots pour s'exprimer. Et elle est tellement délicate qu'elle préfère parler des mots des autres. Mais elle parle très rarement. Et moi, comme je parle beaucoup, je suis très admirative des gens qui ne parlent pas. Surtout lorsqu'elles sont une femme. Donc les amis, moi je voudrais, avant d'applaudir l'Orchidée, que vous sachiez que je fais le choix de reverser 50% des revenus des ventes de cet ouvrage à la librairie du Mapan, parce que c'est une jeune femme qui fait le choix de s'attacher aux mots, aux lettres, au savoir et à l'intelligence. Elle valorise le cerveau et pas nécessairement le corps. Donc c'est une très 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 belle femme de l'intérieur et de l'extérieur. Et sa plume est très belle, hein. Il faut la lire aussi. Elle se cache derrière nous là, mais c'est une très grande écrivaine. Donc elle me recevra également demain au Club Lire, mais je vous en supplie, lorsque vous achetez une nouvelle de Marondo, même si vous avez déjà l'ouvrage, achetez un autre, parce que vous allez encourager la librairie du Mapan. Elle vous dit bien la librairie du Mapan. Ça veut dire que lorsque notre pays ne dispose pas de librairie, elle crée sa librairie dans son Mapan. Ça veut dire que nos intelligences arrivent jusque dans le Mapan. Donc moi, je vais me lever pour accompagner ma soeur l'Orchidée, que je vous demande. Si vous aviez encore des doutes pour acheter le livre, je pense que on ne va plus avoir de doutes. Et on va aller avec les questions rapidement, parce que la médiathèque aussi est à 16h, s'il vous plaît. Mais on nous permet un petit débordement. Merci à Madame Julie, d'ailleurs. Et justement, on va prendre les questions. Comme je disais, essayons d'être brefs, concis et vraiment que la question soit directe. Bonsoir tout le monde. Donc moi, en quelque sorte, c'est pas une question déjà. Je suis venue encourager Mme Koum. J'ai rencontré Mme Koum dans les circonstances de mon entreprise. Je suis jeune entrepreneur et je fais dans la gestion administrative pour les personnes qui n'ont pas le temps. Je fais également dans la formalisation des structures. Vous n'avez pas le temps, vous voulez formaliser votre entreprise, payer vos impôts, les TS. Et ceux qui sont également à l'étranger, qui n'ont pas le temps de forcer, qui ont leur entreprise ici et qui ne peuvent pas, en fait, qui ne trouvent pas des personnes fiables pour pouvoir gérer leurs affaires, on se propose dans ce sens. Et je suis fascinée également par cet ouvrage. Je suis une femme, je suis une jeune fille, j'ai tellement eu des situations familiales, c'est pas comment ça se dit, très difficiles. Et lorsque j'ai lu cet ouvrage, ça me fascine. J'ai fait de la psychologie, de l'autopsychologie, je vais le préciser. On m'a dit ça n'existe pas. Et moi je l'ai fait, je dis ça existe. Vu que j'en ai eu des résultats et des résultats fabuleux. Je suis également fascinée lorsqu'on parle de la psychogénéalogie. En d'autres termes, on dira des traumatismes transgénérationnels. Parce que j'ai subi des traumatismes transgénérationnels. Et aujourd'hui, en tant que femme, même lorsque je vais en mariage, je rencontre des hommes, je me rends compte que ce que je subis avec les hommes est à l'image de ce que j'ai subi dans ma famille. Et je travaille pour me dire, si je subis ça dans ma famille, il faudrait que je puisse me guérir émotionnellement. J'ai fait depuis 2019 de l'autopsychologie et je l'ai fait seule et je vous promets, c'est tellement difficile l'autopsychologie seule. Je suis restée enfermée pendant pratiquement 2 ans. Je voyais plus de gens, parce que lorsqu'on travaille sur soi, c'est comme une reconstruction. On part de zéro, on détruit tout et on se reconstruit et on n'a pas le temps de se stabiliser. Parce qu'à ce moment, on est tellement fragile que si on va vers les personnes qui nous acculent, on prend la mauvaise graine. Donc, les astres font en sorte qu'on se retrouve seul et on travaille sur nous. Et vraiment, cet ouvrage me parle personnellement, ça parle à mon âme. J'ai une fille qui prend 12 ans et je parle de sexualité avec ma fille. Parce que la génération d'aujourd'hui, ça va tellement vite. Ma fille est tellement intelligente qu'on se met à parler de sexualité.
tu iras à l'école, tu rencontreras des gens, des amis vont te dire, ils vont te toucher, il y a des parcs où on va te prendre, beaucoup de gens vont te filmer, ne fais pas ci. Et elle est parfois amoureuse, maman, je suis amoureuse d'un garçon, il est tellement beau. Je dis, je l'aime, qu'est-ce qui te plaît là-bas? Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Non, ce qui me plaît, c'est que je dis, ah maman, tu as le droit, c'est l'âge, tu es en puberté, mais ne va pas faire ça, ne va pas faire ci. Vraiment, c'était un Natalakouk Mamkoum. Vraiment, parce que soit je parle énormément et je suis vraiment, ça touche mon âme. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette jeune dame Shelly qui m'a proposé ses services. D'abord, mais qui s'est présentée spontanément en disant « Mamkoum, je te suis sur les réseaux, je ne savais pas comment t'approcher. Voilà, j'ai ma petite structure. Vu que Marundu est celle qui parle aujourd'hui du CTR, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler des difficultés de ce que je n'arrive pas à monter mon entreprise? Est-ce que tu peux m'aider? C'est tellement difficile que je commence à manquer de confiance en moi. » Bon, tu as réglé le problème, hein. Tu as parlé devant les gens, donc c'est OK. Voilà, donc pour ceux qui nous regardent, elle fait de l'accompagnement administratif si vous voulez légaliser votre association ou NGO, même si vous êtes à l'étranger et que vous entreprenez des travaux de construction, elle fait le suivi, le devis et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est une jeune femme qu'il faut encourager. Donc on va passer à la prochaine question. Il y avait le monsieur d'abord, je crois. Bonsoir. Alors, j'ai trois aspects. Je ne sais pas si je vais me souvenir, j'ai tellement de... Mais le premier point, c'est que moi, je suis venu à la rencontre de la nouvelle, de l'autrice, et je découvre l'auteur avec ses passions, son attachement. Vous avez dit au départ que, je préfère vous voyez, même si je pense comment peut-on être brisé? Ça m'a interpellé. Et expliquer aux étudiants que depuis des siècles, grâce aux outils, on délie des situations, mais sans méthodologie, sans question. Le deuxième aspect, c'est la cour de l'école, qui pour moi, grâce à la journaliste d'ailleurs, en fait tellement vous-même enlevé le désir de lire. Ah oui, toutes les nouvelles sont passées. Bon, mais ça dépend. Ah oui, selon ça dépend. Mais c'est une qualité. C'est une qualité comme ça. L'école, la cour de l'école, c'est la cour de la vie. Le complexe des métis, etc., par rapport, il faut laisser cette liberté, n'est-ce pas, aux enfants, selon moi, je crois des jeunes filles, de pouvoir se brûler, de se jeter dans la vie. C'est vrai qu'il faut des orientations, mais comment pouvoir parler à une jeune fille ou à un jeune garçon de 17 ans des aspects psychologiques, spirituels? C'est vrai que ça tient, mais pour eux, c'est le dernier des soucis. Ça, c'est le deuxième point. Je suis très difficile à comprendre aussi quand je m'explique, je le reconnais. Troisième point, alors, écoutez, Maman Dodo, c'est Maman Dodo, vous avez dit. Voilà. Maman Dodo, il y en a tellement. Il faut choisir. Si Maman Dodo décide d'aller se confier à un ganga, dont on prône, nous en tant qu'Africains, parce qu'il n'y a pas de psychologue. Et d'ailleurs, avant d'arriver à Maman Dodo, ça, vous êtes des femmes, vous êtes bien placées pour savoir qu'il faut choisir entre la virilité financière. D'ailleurs, on peut l'avoir et ne pas avoir aussi ce qui suit. Hein, vous savez, vous êtes des femmes, vous êtes mieux placées que nous pour ça. Alors, pour revenir un peu sur le cas de Maman Dodo, qui m'a, sans d'avoir lu, ça m'a beaucoup touché. Oui, on en a toujours une Maman Dodo qu'on ne peut pas comme ça dans la vie. Et non, il y a de l'amour. Elle est la femme de M. Edouard. C'est indéniable. On a besoin d'une sécurité pour que, si M. Edouard va mourir peut-être demain, mais en tant qu'Africain, c'est la femme de M. Edouard. Merci. Merci.
Alors, je pense que je vais laisser le soin à ceux qui liront d'apporter des réponses à ce qui vient d'être dit. Des mamans de dos, il y en a dans toutes nos familles. La cour de récréation, c'est la cour de la vie. Donc, la vie est partout dans nos familles. Lisons l'ouvrage et essayons de répondre à toutes les questions qui y sont posées. Vous avez vraiment fait les Gabonais. Hein. Quand j'ai demandé qui ici avait les questions, je n'ai vu que 2 doigts. Après, donc, on va de ce côté d'abord, on veut quand même prendre une question de ce côté. Après, on revient de votre côté là, on sent qu'il y a beaucoup de questions. Donc, oui, monsieur, avec le chapeau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Bravo, artiste, slammer, écrivain, poète. Je suis béninois. Et j'ai envie de dire que j'ai pris l'avion pour venir cette j'ai dit que j'ai envie de dire. Donc, je suis là dans le cadre d'un festival du livre gabonais, Filiga, qui a pris fin depuis le 2 juin. Mais j'ai voulu prolonger mon séjour. Et mon ami L'Orchidée a voulu quand même que je sois là. Et donc, j'ai sacrifié. Et je suis là. Et donc, Mme Koum, je ne la connaissais pas, mais je me suis dit certainement que j'aurais affaire à une féministe pas engagée, mais enragée. J'ai plutôt aimé la personnalité de l'homme ou de la femme, si vous voulez le dire aussi. Alors, ma question, c'est par rapport à la fois la dualité modernité-tradition. Je vais poser la question et après je vais faire le commentaire explicite pour me faire comprendre. Est-ce que le féminisme est le rejet de la féminité? J'explique. Il y a Anne Sinclair qui parle de la tyrannie de la nature. Et elle, Anne Sinclair, ne conçoit pas que, en tant que femme, je ne puisse pas contrôler ma menstruation. Donc, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, alors qu'au nom de justement la DUDH, en tant que femme, j'ai le droit de disposer de mon corps à ma guise. Et donc, au nom de ce droit, je ne conçois pas que je ne puisse pas contrôler quelque chose que je n'aime pas, quelque chose qu'on m'a donné sans mon accord, sans mon avis. Et donc, Anne Sinclair est dans la logique de cette 4e vague du féminisme qui voudrait que la femme fasse de son corps ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, on a des femmes qui vont faire des ablations parce qu'elles ne veulent pas de la menstruation. Ça vient, ça ne les prévient pas. Encore qu'aujourd'hui, désolé si j'en parle avec autant de passion, j'ai fait plus de 5 ans sur la santé sexuelle reproductive au Bénin. Et donc, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, les femmes ne sont plus, elles ne savent pas si elles sont régulières ou irrégulières. C'est totalement bizarre. On ne comprend plus rien. Et donc, il y a ces femmes-là qui, au nom du féminisme, qui donnent pas la liberté, mais du libertinage, je vais dire ça comme ça, excusez-moi. Il y a ces femmes qui décident d'aller faire de la chirurgie et enlever tout ça. Et il y a ces femmes qui s'identifient plus hommes, qui ne veulent plus de tout ce qui se rapporte à la féminité. Donc la question, est-ce que le féminisme, de votre point de vue, c'est rejeter la féminité, ce qui fait de nous femmes? Est-ce que c'est ça pour le féminisme? Alors on va essayer, merci pour la question, on va essayer d'aller rapidement pour comprendre toutes, on essaie de prendre toutes les questions. Moi je ne peux pas parler au nom de toutes les féministes, je suis une afroféministe parce que ce courant idéologique me donne des outils d'analyse de la société dans laquelle les femmes évoluent. Mon environnement d'études c'est l'Afrique et dépendamment de où est-ce qu'on se trouve en Afrique, on va voir des femmes qui vont traverser des expériences à la fois similaires mais différentes. Je ne peux pas dire que le féminisme serait le rejet de la féminité, mais ce que je pense dans l'afroféminisme que je promeux, ou alors l'idéologie qui m'accompagne, mais qui n'est pas figée, c'est que si nous avons accepté de vivre dans une société où la femme aurait des droits spécifiques, ce qui est normal, ou alors, je reformule,
si nous avons hérité d'une société dans laquelle la femme avait très peu de valeur et que nous rentrons dans cette même société, ça veut dire que nous héritons des mêmes violences. Donc, j'ai peur que pour les mêmes causes, les mêmes effets se reproduiront. C'est-à-dire que lorsque nous allons revenir à une société gabonaise, beaucoup moins africaine, pardon, lorsque nous allons revenir à une société africaine avec les valeurs africaines qui ne demandaient pas à la femme ou qui ne dictaient pas à la femme comment elle devait s'habiller, qui ne dictaient pas à la femme quand est-ce qu'elle devait accoucher, qui ne déshonorait pas la femme ou qui ne la réduisait pas au mariage, lorsque nous allons revenir à cette Afrique où les femmes étaient valorisées pour ce qu'elles étaient et pas pour leur capacité à reproduire ou à se marier, à ce moment-là, peut-être que ces courants vont disparaître. Mais moi, je dis, la femme africaine d'antan n'existe plus. Nous vivons dans un monde métissé. C'est à nous de faire le travail de réfléchir à la société de demain. Certains passeront par des idéologies comme l'afroféminisme ou le féminisme, mais la petite réponse que je peux apporter, c'est que je pense que moi, dans ma tradition, par exemple, et dans beaucoup de traditions africaines, il y a quelques réponses, mais pas nécessairement toutes les réponses. Merci. Alors, on va prendre Svetlana, et après on va prendre Adam Mono. Et c'est... Ah oui, c'est vrai. On va essayer d'aller rapidement. S'il ne vous plaît, plus de questions philosophiques. Parce qu'on doit aussi prendre le temps de faire les photos avec Mamkoum, les dédicaces aux livres, s'il vous plaît. Et puis il y a un cocktail. Ah, donc on vient mourir quelque part là. Donc, on écoute la question. Ok, alors déjà dire je suis Svetlana Adam Endom, je suis mère célibataire de 2 enfants, chacun son père. Pourquoi je vais le dire? Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où on a appris à la femme à avoir honte d'avoir donné la vie. Aujourd'hui, avoir des enfants sans être marié, sans avoir un petit bout de papier A4 qu'on appelle l'attestation certificale de mariage, est une honte. Et c'est le fait d'avoir, on a échoué. Et après m'être présentée, ainsi j'aime dire aux gens, je suis socio-anthropologue, je suis présidente de l'ONG Genre Action en milieu interculturel, je suis féministe et écrivaine. Vous voyez que je ne suis pas une femme qui a raté sa vie. C'était important de le préciser. Donc, je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de lire le livre, je vais le prendre tout à l'heure, mais avec le briefing, le résumé fait par Miss Mouloualou, je voulais dire Dolan, et l'orchidée, j'ai pu parcourir les différentes thématiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société. Et je dis encore merci à Marolo parce qu'elle a su mettre les mots M-O-T-S aux mots que vivent M-A-U-X beaucoup de femmes dans la société africaine. Mais de quelle société africaine nous parlons aujourd'hui, sinon de quelle société gabonaise? Je dis souvent que nous ne sommes plus des Africains, nous sommes des néo-africains. C'est-à-dire que nous sommes une société qui a un regard vers ce qu'ils ont été autrefois et qui sont tournés vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, dont nous retrouvons à être un peuple hybride. Nous ne savons pas qui nous sommes exactement. Et cela a des répercussions sur la société, sur l'organisation de notre société. Oui, 39% de familles monoparentales. Ça ne veut pas dire que les 61 restants sont nucléaires, non, il n'y a que 34%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille, le modèle de famille dominant au Gabon est la femme chef de famille. Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que l'on fait? Et dans cette société, comment repenser la femme? Quelle est la place de la femme désormais dans la société gabonaise? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On voit ce que l'on dit de la femme gabonaise, ce que l'on dit de la femme en général. Comment en sommes-nous arrivés là? Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous femmes, nous hommes, parce qu'on parle de la masculinité positive. Qu'est-ce qu'on fait pour changer cela? La femme n'est plus du tout respectée. Pourtant, la femme, c'est le socle, c'est elle qui fait la société. Merci. Merci beaucoup, Svetlana. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Et elle a fait une transition très intéressante dans le cadre de ses activités. Elle ramène les femmes à la terre. Donc, je crois que c'est... on est où? À Bolokobwe, c'est ça?
Voilà, donc j'espère pouvoir visiter tes plantations, mais merci beaucoup pour ce que tu fais et puis merci de semer la graine de la réflexion. Alors, je vais y aller, on a une question ici, ensuite je vous prends madame. Bonsoir à tous. Je suis Sosken, je suis aussi un peu écrivain. Parfois sur Facebook, je m'amuse à écrire certains mots. Moi, je suis par contre sur l'attaque un peu des femmes. Parce que je pense qu'elles doivent se responsabiliser aussi elles-mêmes. Tout ne doit pas venir que des hommes. Exemple, sur le nom au Gabon, il y a le nom féminin, il y a le nom masculin. Et nous voyons que surtout même les peuples côtiers, il y a beaucoup de noms féminins qui ont disparu. Et ça aussi, c'est la faute de la femme. Pourquoi je le dis? Dans un foyer, lorsque l'homme donne son nom, la femme peut s'opposer, dire que oui, j'ai aussi mes parents à nommer. Parce que le nom vient du fait qu'on nomme un de ses aïeux, côté maternel ou paternel. Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a, le modernisme, le colonialisme, moi j'ai aimé le principe de l'afroféminisme. Parce que dans le principe du colonialisme, l'homme, surtout l'explo-intellectuel, lui donne leur nom. Quelqu'un qui s'appelle Kobila, tous les enfants s'appellent Kobila. Mais c'est parce que la femme le permet. Alors que dans notre tradition, oui, vous voyez peut-être que c'est un épiphénomène. Non, mais ce n'est pas un épiphénomène. Donc, les noms féminins vont disparaître dans quelques années. Et ça, là, c'est aussi, on rentre là dans une logique où on copie le phallus occidental. On copie ce qui se fait en Occident. Nous, ici, au Gabon, nous les Bantous, nous avons les noms féminins, les noms masculins. Et parfois, on se retrouve en Europe avec une fille qui accouche, le père n'étant pas là. Moi, j'ai un neveu qui s'appelle Ibondou, parce qu'il est né, mais expliquer aux Blancs qu'on a les noms féminins, on a les noms masculins, et on ne peut pas donner Ibondou à un homme. Et c'est comme on ne peut pas donner Kombila à une femme. Expliquer ça aux gens, ce n'est pas un épiphénomène, c'est le fait que notre histoire va disparaître. Moi, je suis historien et j'y tiens. Et pourtant, je suis un homme. Moi, je veux que les femmes portent leur nom et les hommes portent leur nom. Parce que ça nous attache à une certaine réalité. Et si on est déconnecté de cette réalité-là, on perd même ce qu'on appelle la généalogie. On perd beaucoup de choses. On perd une partie de notre histoire. Oui, le féminisme, c'est bien. Mais entrez dans le foyer, dites à vos maris que il y a le nom masculin, il y a le nom féminin. Et je veux que mes enfants portent le nom de femme. Merci. Alors, merci je l'appelle mon mari parce que, en fait, c'est notre prof de Ipounou à l'Académie des langues et des cultures Bantou. Et quand on commence le cours, il dit toutes les étudiantes là, vous êtes sous ma protection, vous êtes mes femmes. Donc, Sosène là, c'est notre mari. Mais c'est surtout notre prof de Ipounou à l'Académie des langues et cultures Bantou. Et je tiens encore à saluer la bienheureuse pour cette belle initiative. Donc, merci au Dibouti. On va prendre la question, allez-y. Oui. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Mélanie Pelot, j'ai 39 ans. Je suis là par hasard, je ne savais pas que vous alliez votre livre, mais je suis ravie de vous découvrir parce que je suis agréablement surprise de qui vous êtes, de votre roman que je vais certainement acheter. Moi je voulais revenir sur deux points que vous aviez évoqués dans votre livre, notamment le personnage de la femme de 45 ans qui reste 45 ans avec un homme. J'ai été choquée, mais en même temps je ne suis pas surprise parce que comme vous l'avez dit, ce genre de femmes on les retrouve beaucoup dans la société gabonaise. Et ça m'emmène à la question suivante, est-ce que rester 45 ans ou 10 ans ou 30 ans avec un homme qui ne nous respecte pas ou peut-être qui ne nous aime pas, qui nous a promis jadis, il y a de cela 5 ans, le mariage qui n'arrive jamais, qui est respectueux, qui est peut-être violent, qui va regarder ailleurs, qui a 2 enfants ailleurs. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi les femmes acceptent. Pourquoi les femmes gabonaises acceptent de rester dans ce genre de foyer. Est-ce que ça ne traduit pas un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi? Moi, je suis quelqu'un
que je suis arrivée ici, j'ai l'impression que beaucoup de femmes gabonaises ont un problème de confiance en elles, d'estime d'elles. Et c'est ce qui donne ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire des femmes qui sont contre d'autres femmes, parfois sans raison, et qui sont toujours dans un mindset de guerre, de rivalité, de haine incompréhensible. Ma question est la suivante. Pourquoi les femmes gabonaises n'ont pas confiance en elles? Parce que d'après ce que je vois, elles sont intelligentes. Elles sont diplômées. Pourquoi? Et quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui pourrait aider les femmes gabonaises à avoir plus confiance en elles et à arrêter d'être justement dans cette compétition continue, incessante avec d'autres femmes sans qu'elles-mêmes ne soient dans cette compétition-là? Donc ça, c'est ma première question. Et ensuite, je veux juste revenir sur la remarque que vous aviez faite sur la consultation psychologique. Alors, je ne suis pas totalement d'accord quand vous dites qu'il n'y a pas assez de psychologues. Non, il y a des psychologues. C'est juste que dans notre culture africaine et gabonaise en particulier, la consultation du psychologue n'est pas possible. Voilà. Les gens, certaines personnes pensent qu'aller voir le psychologue, ça signifie que je suis fou, ou éventuellement que les psychologues, c'est pour les fous. J'arrive justement de l'Europe où c'est monnaie courante. Les gens ont compris que si je ne vais pas bien, je peux aller parler à quelqu'un qui ne me connaît pas et qui peut-être ne va pas me juger. J'ai entendu le témoignage de la dame qui m'a crevé le cœur. L'autopsychologie, c'est comme un appel à l'aide. Donc je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi elle fait ça seule? Il y a Alopsy, le cabinet Alopsy qui est juste au bout là, du boulevard. Vous avez des psychologues gabonais. Et un jour j'ai posé la question à un gabonais, pourquoi vous ne voulez pas voir des psychologues? Ah non, en tout cas, si le psychologue n'est pas blanc, je ne vais pas voir. Si le psychologue n'est pas métis, non, c'est vraiment la réponse. Si le psychologue n'est pas métis ou blanc, je ne vais pas, parce que quand vous allez voir des psychologues gabonais, il n'y a aucune discrétion, jugement, ça vous regarde mal, etc. Donc là, ça renvoie aussi à une autre problématique du manque de professionnalisme, peut-être dans certains domaines. Donc je vais oser dire qu'il y a des psychologues, n'hésitons pas quand ça ne va pas. Au lieu de parler, on ne peut pas parler à la famille ou à des amis, allez voir des psychologues, parler avec eux au lieu de souffrir dans votre coin. C'est tout pour moi, merci. Alors, l'observation peut être juste, je l'ai observé moi-même, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai tenu à parler de ces femmes. Je parle pour elles. Toutes les histoires ne me concernent pas, mais elles parlent de femmes qui étaient autour de moi. Est-ce que les femmes gabonaises n'ont pas confiance en elles? Moi, je ne peux malheureusement pas répondre à la question de manière directe ou frontale, ou même donner une réponse claire. Je peux proposer quelque chose, et ce n'est que mon observation. Les femmes étaient plus puissantes dans cette société et les sociétés africaines lorsqu'elles étaient dans leur paradigme à elles. C'est-à-dire que nous avions nos confréries, nous avions nos sociétés à nous. C'est-à-dire on avait des confréries dans toutes les cultures du Gabon. Des femmes ont des écoles initiatiques. L'initiation ici, ce n'est pas la consommation de l'iboga, mais c'est un cercle de pouvoir que les femmes avaient. J'en veux pour preuve que je pense entre 90 et 93, je ne suis pas sûre, quelqu'un pourra me corriger, lorsqu'on perd l'homme politique Nzembe, ce sont les femmes du Nzembe qui se lèvent et font reculer le pouvoir d'Omar Bongo Ondimba à l'époque. Elles menacent, exactement comme les féministes occidentales, de se déshabiller. Parce qu'elles étaient 94, oui, elles étaient 90, merci. Elles étaient assises dans leur tradition, c'est-à-dire que l'argent, le pouvoir politique ne pouvait rien faire à ces femmes parce que dans notre tradition, on ne voit pas la nudité d'une femme. Cette petite anecdote me permet de comprendre que nous avons là, en fait, une expression du pouvoir féminin que nous ne voulons plus exploiter. Pourquoi? Parce que si nous venons avec nos données, notre façon de faire à l'occidental et on veut dire aux Gabonais qui sont là, oh non, vous êtes endormis, vous êtes ceci, moi je pense que il faut observer l'environnement. Il faut l'observer, il faut le comprendre. Moi, je crois que ce qui manque à la femme gabonaise, c'est se retrouver comme nous le sommes là, de nous valoriser. Et puis, je veux finir en disant que lorsque je mentionnais la question des psychologues, je parlais beaucoup plus de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de publicité. Pour ceux qui veulent aller chez le psychologue, une publicité, une référence dans un... Voilà, pour découvrir un psychologue, il faut... Je trouve que c'est encore un peu fastidieux. Voilà, il faudrait que ce soit vulgarisé pour ceux qui veulent maintenant. Au-delà d'aller chez le psychologue, moi, ce que je dis, c'est que si la cellule familiale gabonaise se restructure,
il y a beaucoup de mots qui vont disparaître. Parce que dans nos familles, la manière dont nous étions structurés, lorsque tu es en conflit avec papa et maman, il y a toujours une tante qui est à combi et qui va écouter et qui va trouver le moyen d'aller faire l'avocate et la médiatrice. Ça, c'est ceux qui veulent revenir à ça. Les femmes, lorsque nous ne sommes pas l'épouses, la copine, la tisa, la mère, la sœur de quelqu'un, qui sommes-nous? Lorsque nous allons pouvoir répondre à ça, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas la mère de quelqu'un, parce que toutes les femmes n'auront pas des enfants. Lorsqu'on n'est pas l'épouse, toutes les femmes ne se marieront pas. Même dans nos sociétés, à l'époque, il y avait des femmes qui n'étaient pas mariées. Il y avait des femmes qui avaient des missions de vie qui faisaient qu'elles ne se marieraient pas. Et elles n'étaient pas moins respectables. C'est la société d'aujourd'hui qui voudrait que les femmes se marient en allant comme à l'abattoir. Et je ne dis pas que le mariage soit une mauvaise chose, mais je dis que l'institution est trop importante pour qu'on y aille comme du bétail. Mais dans notre façon de faire, nous devons nous restituer les femmes que nous sommes en tant qu'humains. En tant qu'humain, qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Quand tu te situes comme ça dans ton humanité en tant que femme, tu peux maintenant aller rencontrer autrui. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui analyse nos traditions avec beaucoup de contorsion, ce qui fait qu'on a aussi des cultures qui nous viennent d'ailleurs, et on est dans une société, comme disait Svetlana, qui est hybride. On ne sait même plus pourquoi on demande aux femmes de se marier. On veut qu'elles soient soumises, mais c'est les mêmes qui disent il faut qu'à la maison, tu sois quand même la sœur, la mère, la psychologue, la clinicienne, la pute, la soumise, excusez-moi d'être direct. Donc tout ça, c'est sur le corps des femmes. Moi, ce que j'invite les femmes à faire, c'est laisser d'abord tout ce poids-là. Définissez vous-même et choisissez ce que vous voulez. Donc, pour que les femmes s'en sortent, posons-nous la question. Quand je ne suis pas la femme, l'épouse, la chisa, la mère, la sœur de quelqu'un, qui je suis? Maintenant, moi, je dis toujours, si vous voulez porter cette réflexion, Marundou et elle peut vous accompagner. Alors, Madame Marie-Sylvie, oui, après, je te prends, Frédéric. Après, oui, Marie-Stella. Allez-y, s'il vous plaît, le temps. C'est pas une question. Alors, je suis Madame Herbois Kenegue Marie-Sylvie, je passe le micro, ma voix porte. Je suis honorée d'être parmi tous ces illustres invités, d'en faire partie. Madame Mamkoumb, les nouvelles de Marundou, j'aurais pu ne pas être là, j'ai tout fait pour être là, je suis vraiment contente. Mes sincères félicitations ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à cela, c'est pas terminé, c'est vrai. Et je tiens à dire que je suis personnalité publique, politique, leader d'opinion, précurseur concernant les droits de la femme, égérie des droits de la femme comme m'a défini Mazalek Info. Et je tiens également à dire que nous sommes partenaires avec l'affiliation numérique Gabon les femmes savoir dire non violence qui va se mettre en association avec l'ONG Filles, Femmes et Fières. Donc une grande fierté depuis les États-Unis ici au Gabon. Pour dire qu'il y a des femmes, des dames, c'est une posture, c'est pas le sexe, au niveau de la dignité qu'au sein de cette association nous prenons et l'intégrité. Je dis bien précurseur, c'est-à-dire que je suis la première et je n'ai pas de commentaires à faire si ce n'est que de vous féliciter Madame Mamkoum parce que à travers cette nouvelle que j'ai l'honneur d'avoir déjà d'avance la dédicace, que je vais découvrir, c'est un rendu que vous faites de par votre vision. Donc je n'ai pas, j'estime, ça n'engage que moi, je n'ai pas à la commenter. Je peux juste apporter une contribution en disant que le Gabon, je vais être brève, est malade, oui, mais c'est un problème qui est profond sociétal. Et tout ce qui, les témoignages et autres, ou tout ce que je vais certainement découvrir, il faut une thérapie collective à des exceptions au niveau du Gabon. Et je voulais également dire que dans cette affiliation numérique, nous avons une psychologue clinicienne qui est gabonaise. Donc la question de la psychologie, c'est un problème d'ignorance et un manque d'humilité. Il faut comprendre qu'on ne peut pas tout savoir, même quand on a un CV en béton comme le mien, parce que être engagé ou avoir le mérite, c'est un crime dans notre pays. Et il y a je suis heureuse de voir, il n'y a rien contre les hommes, de voir
Madame Orchidée, qui était là, de la librairie des Mapanes, elle doit être... c'est très bien, il faut qu'on la connaisse. Il faut... c'est une dame, c'est une femme. Donc, c'est pas un combat contre les hommes. Il faut que l'homme gabonais comprenne que nous devons être partenaires et complices. Et que la société n'est pas figée et on se réfugie dans la transition quand ça arrange tout le monde. Et que le mariage, parce que c'est ce que nous faisons au niveau de Gabon, les femmes savoir dire non-violence, il faut que le Gabonais et la Gabonaise comprennent que c'est pas le mariage qui nous permet d'avoir la respectabilité. Ça part de là. Donc on vit à travers notre compagnon ou à travers notre compagne. Et ceux qui ne sont pas mariés, en effet, c'est pas que je sois contre le mariage, mais tu te maries quand je cherche l'homme qui va s'occuper de moi. Donc, ça pose un problème. Et la question de la violence, parce que je vais le dire, je suis la première femme, et je vais m'arrêter à ça, je suis la première femme rencontrée. C'est une souffrance indescriptible, mais je suis une guerrière. Et ma dignité, d'où je viens, parce que c'est une question d'éducation. J'ai une éducation libérale, c'est pas les choses des blancs. Et j'ai éduqué, donc j'ai une fille aussi, avec cette ouverture qui permet de s'aimer, de ne pas être en compétition avec quelqu'un, de n'envier personne, parce que la perfection n'existe pas. Donc, je voulais juste terminer par ceci. Je suis la première femme dans ce pays à avoir dénoncé les violences faites aux femmes dans le milieu professionnel. La loi 006/2021 portant l'élimination contre les violences faites aux femmes, c'est ma loi. Mais je ne suis pas citée en référence, parce que les violences faites aux femmes qui incluent les hommes et les enfants ont une coloration politique depuis le régime déchu jusqu'à ce jour. Et je suis là, normalement je ne vais pas être là, parce que j'ai une tonalité, je ne suis pas une blogueuse ou autre, parce que je ne veux pas énoncer toutes mes casquettes, mais il faut savoir que dans ce pays, il y a des femmes qui sont intelligentes, brillantes, qui n'ont pas triché ni volé. Mais être l'inverse, c'est un crime. Ça peut faire sourire certaines personnes. J'ai échappé à un kidnapping et un assassinat il y a 3 jours. Ok? Et normalement, je ne devrais pas être là. Mais je tenais, et c'est depuis 2017. Parce que je refuse de faire allégeance, parce que je suis libre. Vous avez dû entendre parler de la pseudo-clinique de Sainte-Marie. 71 fausses cliniques ont été scellées à la suite de ma dénonciation pour la dignité, parce que personne n'avait voulu le faire. Et la vie, eh bien, j'ai échappé à un kidnapping. Donc, être une femme dans ce pays, les crimes de sang, c'est pas les crimes rituels, parce que dans nos us et coutumes, on ne tue pas. Et je suis initiée, je suis fière de l'être. Voilà, donc le droit de dire non, c'est notre marque, et rupture, c'est ma marque. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Marie-Sylvie Amboa-Kenege. Mon ONG, notre ONG à tous d'ailleurs, est partenaire avec l'affiliation numérique Gabon Les Femmes Savoir Dire Non. Nous avons collaboré sur énormément de projets. Nous continuons à prendre au sein de l'affiliation numérique et nous avons le privilège de bénéficier de l'expertise de toutes les personnes qui accompagnent cette action. Moi-même, je suis bénévole dans l'affiliation numérique Gabon Les Femmes Savoir Dire Non aux violences. Je vous remercie pour votre présence. Alors, on va prendre, c'était Frédéric. Ensuite, oui, voilà. Oui, Marie-Stella. Je ne sais pas si je peux, je sais pas, est-ce que ma voix porte? Alors, on a eu l'occasion de travailler. Moi, je vais parler beaucoup de la sexualité qui est très importante. Il y en a, tu as parlé, je peux te permettre de dire tu, hein. On a parlé beaucoup dans ton livre. La femme de 45 ans, femme de vie en Madodo, concubinage, je trouve ça laid. Je pense que si, on n'en parle pas assez, mais c'est de la ménopause. Si ce monsieur arrive là à vouloir prendre une deuxième épouse, c'est que quelque part, elle ne répond plus sexuellement, c'est qu'elle saute-sabote en disant que je suis une vieille dame et je me mets dans le garage et puis c'est tant mieux pour moi. On n'en parle pas assez de la ménopause. La sexualité des femmes, parce que j'ai 53 ans, des femmes cinquantenaires, c'est très important. Ensuite, tu as parlé aussi de l'hypergamie féminine dans ton livre. Et si aujourd'hui, la femme, je réponds à la dame, je ne sais pas qui est là, qui s'est posé la question à savoir pourquoi le mindset de la femme gabonaise est aussi au plus bas,
c'est parce que les femmes, on n'a pas appris aux femmes, de façon générale, mais aussi à la femme gabonaise, que c'est elle qui a la clé de la sexualité et que c'est l'homme qui a la clé comment on appelle ça, de la relation. Et pour que l'homme puisse rentrer en relation avec la femme, il va monnoyer, il va donner un certain pouvoir d'achat pour pouvoir justement que cette clé puisse s'ouvrir. Et c'est très important pour la femme de savoir que c'est elle qui détient la clé de sa sexualité et qu'il ne faut pas la donner à tout le monde. C'est très important. Je pense aussi qu'il faut civiliser les pulsions des hommes, de nos petits garçons, de nos adolescents, parce que tu as parlé d'un viol. D'un viol, donc l'utérus psychique, psychologique et spirituel a été violenté. Et là, ça revient justement à Madame Apenege qui est dans l'ONG, c'est savoir dire non, c'est bien ça. Voilà. Pour résumer en tout et pour tout, ce n'est pas une question, c'est une contribution parce que voilà, c'est que l'héritage familial, culturel, spirituel et émotionnel va avoir un impact sur la prise de nos décisions en tant que femmes et en tant qu'hommes dans ce pays. Et tant qu'on ne comprendra pas l'importance de la cellule familiale qui justement nous sert à sortir le meilleur de chacun de nous-mêmes dans la cellule familiale. Et c'est pour cela que le calibre 12, tu as cherché justement à exprimer ton mécontentement, c'est-à-dire à exprimer le meilleur de toi-même face à une injustice. Et toutes ces femmes-là d'ailleurs le font. C'était tout. Merci d'applaudir très fort la conseillère conjugale Frédéric Kaya Nouvou Le Tout. Elle est également une éducatrice à la paix. Donc, elle est conseillère conjugale. N'hésitez pas à travailler avec elle. Je me suis formée à ses côtés et je continue d'apprendre. Je dis d'ailleurs qu'elle est la mère spirituelle de Marondou parce que durant le processus de création de cet ouvrage, on a longuement discuté. Je voudrais également remercier son époux, Monsieur Jacob Kodjono, qui a conçu mon site web qui me permet aujourd'hui de décliner toutes les facettes de mes activités et qui a su m'aider à structurer donc toutes mes productions. Donc merci à vous le couple. Donc ce sont les parents spirituels de Marondou, comme j'aime bien le dire. Donc merci Frédéric, conseillère conjugale et éducatrice à la paix. Vous l'avez vu peut-être sur Canal+. Donc n'hésitez pas, vous tapez Madame Maya sur les réseaux sociaux et c'est une femme formidable, il faut la découvrir. On a la chance d'avoir des femmes comme Frédéric et comme Madame Marie-Sylvie Hervaux et toutes. Donc on va passer à la question de ma très chère grande sœur Marie-Stella. Ensuite on va prendre la dernière et on va finir ici. Ma chère Marie-Stella, je suis contente de te voir. Bonjour tout le monde. Le plaisir est partagé, encore félicitations, parce que j'ai découvert vraiment ces écrits dans Facebook. Et je disais, les extraits là, j'ai bien envie de lire un roman tout entier. Mais j'ai eu un cadeau parce que là, ce sont des nouvelles. Bon, ma question reste d'abord dans le fond, dans la forme, déjà de savoir pourquoi la couverture sur cette image. Alors très rapidement, moi je pense que cette image est très symbolique parce que les femmes cachent beaucoup de secrets dans le dos. Et ça peut être des jolis secrets comme ça peut être des fleurs avec un mauvais parfum. Donc moi je vous demande, qu'est-ce qui se passe là derrière le dos? Je comprenais que là il y avait vraiment un symbole. Les femmes aiment bien les petits secrets. Elles aiment cacher les choses, surtout les traumas. Exact. Et je reste toujours dans la forme parce que dans les chapitres, je n'ai pas encore lu le livre, je venais à peine de l'acheter comme je disais. Donc j'ai juste lu les chapitres, les matières. Et puis là, je constate que dans la forme, il y a des mots qui sont écrits en majuscules. Or, on sait que dans une phrase, lorsque à l'intérieur on trouve un mot en majuscule, ça nous interpelle. Donc je voudrais bien comprendre déjà ça. Alors c'est certainement le travail d'édition qui a tenu à marquer des mots forts qui pourront revenir ou qui symbolisent quelque chose. Après, ça peut être du gras, ça peut être de la technicité littéraire, mais je pense que le travail qui a été fait, c'est de souligner des mots pour vous aider à lire et à comprendre. Voilà. Maintenant, par ma formation de sociologue, il y a des pourcentages parce que les chiffres parlent plus que les mots.
pourcentage qui m'a interpellée, là, c'est la sociologue qui va plutôt prendre la parole, enfin, qui va se poser des questions. Le pourcentage de 39 ou 44% de familles monoparentales. 39, voilà. Je voulais comprendre dans ce pourcentage-là, c'est compris où la famille, c'est le père, c'est l'homme qui est chef de famille, ou alors c'est juste la femme qui est chef de famille. Selon l'étude de 2021, ce sont des familles où l'homme ou la femme, avec une majorité de femmes, c'est pas mal. Parce que ce sont des chiffres qui doivent vraiment nous interpeller. Moi, j'ai eu à faire une étude où les changements, les mouvements de la cellule familiale en Allemagne. Vraiment, ça nous interpelle parce que même eux, ils ne sont plus d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Il y a la déchirure familiale, il faut vraiment que nous revenions sur nos traditions, sur nos manières ancestrales. C'est ce qui va sûrement nous permettre de revoir vraiment notre manière de faire, de pouvoir vivre par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau de notre pays. C'était un peu ça, mon idée. Merci beaucoup. Oui, on termine, maman. Ah non, après, il y a quelqu'un que je vais faire parler. Ça va être compliqué. Bologna. Alors, moi, je m'appelle Sekou Hank. Je suis un modeste valeur comme mon frère. Non, il n'est jamais modeste. C'est un super artiste qui est là. Et j'ai deux questions. La première, c'est le couple en Afrique, c'est le lieu où on éduque ceux qui vont transmettre des valeurs de notre tradition, de notre culture. Mais ce qu'on constate, c'est que, et vous l'avez bien présenté, c'est que ce couple-là, il est tellement, j'ai envie de dire, attaqué et brisé au point que il y a une confrontation, c'est pas un conflit, il y a on oppose beaucoup le couple africain au couple leucoderme, en présentant le fait que le leucoderme il est plus tendre, il est plus attentionné, il caresse mieux que l'africain. Mais c'est un truc qu'on ne fait pas pour le chinois, on le fait seulement pour le blanc et le noir, comme si le noir était opposé au blanc. C'est à l'intérêt de qui? Ça sert à qui? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Et la deuxième question, c'est la question de la femme en Afrique, elle a été réglée. Vous avez déjà vraiment répondu à la question. Elle a longtemps été réglée en Afrique depuis ce qu'on appelle vulgairement l'Égypte antique. La femme avait la place la plus noble dans la société parce que toute l'Afrique était matriarcale. Je ne vais pas revenir si vous lisez l'histoire. Chez Contact qu'on a parlé, si vous lisez Juliette Smeralda aussi. Comment on est arrivé au fait que le peuple qui a le plus valorisé la femme dans l'histoire est devenu le peuple qui la écrase? Merci mon frère, c'est tout. Alors, le couple occidental ne s'oppose pas nécessairement au couple, je vais dire, africain. Moi, je crois que c'est la notion de famille qui tend à disparaître parce que les modèles qui nous sont présentés sont des modèles qui ne valorisent pas la communauté. C'est aussi simple que ça. Alors peut-être que pour corriger ça, il va falloir réfléchir sur les contenus auxquels on nous expose. Parce que si les couples les plus tendres, les plus romantiques, les plus beaux sont des couples qui vont venir d'ailleurs avec d'autres modèles, en fait, ça va rentrer dans le subconscient des gens. Ça, c'est pour la première intervention. Et ensuite, lorsqu'on part de l'Égypte antique à nos jours, on va se rendre compte que la valeur de la femme va s'émietter jusqu'à atteindre le siècle dans lequel nous vivons, où on peut permettre aux femmes, après avoir donné la vie, de dormir à même le sol. Moi, ce que je dirais, c'est que la société dans laquelle nous sommes se doit de réfléchir à la condition de la femme. Réfléchir à la condition de la femme parce qu'il n'y a aucune vie qui peut naître
être sans que la femme ne la lui donne. La femme, c'est le féminin sacré dans nos traditions, mais est-ce que les femmes gabonaises sont attachées à leur tradition? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faudrait politiser le discours des femmes. Et je l'ai dit tout à l'heure, le corps de la femme est politique. Ce que la femme pense, c'est politique. Ce que la femme met sur ses cheveux, c'est un enjeu politique. Ce que la femme mange est un enjeu politique. Comment la femme se comporte et se sent, c'est un enjeu politique. Donc, il faudrait que nous, les femmes, nous allions ou nous repartions dans notre tradition pour aller rechercher les outils dont nous avons besoin pour affronter ce qu'on peut appeler aujourd'hui le nouveau monde. Et les femmes, nous devons nous tenir la main, et avec les hommes aussi de cette société, nous devons tous nous tenir la main parce que les nouvelles de Maroundou, par exemple, parlent de la société en général. Ce sont des histoires de femmes et c'est surtout l'histoire de la société. Donc, si les hommes, vous ne nous accompagnez pas dans ce processus, c'est que vous niez votre propre humanité. Parce que moi, je dis toujours que l'homme peut enceinte, il peut poser la graine, mais pendant 9 mois, c'est la femme qui est au laboratoire. Elle peut décider, ou alors la vie peut décider qu'elle ne se sente pas bien et la vie n'arrivera pas à sa naissance, à son éclosion. Donc, on n'a pas le choix dans notre société. Si nous voulons continuer à exister, que de s'occuper de la condition de la femme, et particulièrement de la condition de la femme gabonaise. Pourquoi? Nous sommes entourés de pays à démographie beaucoup plus importante. Ça veut dire que si on continue à traiter les femmes sans de toilettes décentes dans les écoles, sans des lumières décentes dans les écoles, dans des maternités qui ne sont pas capables d'accueillir les femmes dignement, le Gabon va finir par disparaître. Pourquoi? Parce que la jeune fille qui est là, la jeune dame, elle va se mettre en dépression pendant 4 ans, elle ne sortira pas. Demandez-lui de faire un autre enfant, elle vous dira la vie est trop dure. Donc ça veut dire que s'occuper de la condition de la femme, c'est revenir à notre humanité la plus profonde. Parce que en nous, tout le monde a une femme. On revient et on descend tous d'une femme. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez jouer les costauds et les cagnards dehors, vous êtes dur, je ne suis pas romantique. Il ne faut pas oublier que si tu ne chéris pas ta femme, ta mère, ta soeur, tu ne chéris pas la vie. Parce que si elle est frustrée, elle donne naissance à des individus frustrés. Donc il faut qu'on soit tous d'accord qu'on n'a pas besoin d'avoir peur des femmes, on n'a pas besoin d'avoir peur du féminisme. Ce n'est qu'une question d'humanité. Revenons à notre humanité. Nous, les Bantous, nous considérons que notre mère, c'est la terre. Parce que tout naît de la terre et tout repart à la terre. Donc en réalité, si on comprend l'histoire de notre pays, plus les femmes sont brutalisées, plus notre terre, l'écologie est déshumanisée dans ce pays. Il y a un lien spirituel entre les deux. On va prendre la dernière intervention. Bonsoir tout le monde. Ligoti, je remercie la nature parce que on dit dans nos jargons que le mystère de la vie, c'est même compter là qui est le mystère pour chaque enfant. Un enfant est une histoire. Et ce que je voudrais apporter, c'est ce que j'ai compris, que tout ce que nous vivons, c'est parce que nous n'avons pas de modèle. Parce que la nature, c'est un modèle. Quand nous avons le modèle, nous avons le moule. Et quand on a un moule, on ne sera plus parfait, mais comme parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Nous avons parlé de la restauration. Quand on restaure quelque chose, la chose ne peut plus être parfaite, mais comme parfaite. Mais quand même, quand on regarde, on sait que cette chose-là a été tirée de ce truc-là. Donc, nous n'avons plus de modèle. Par exemple, dans nos familles, moi, mon mère me parle de ce que sa grand-mère a raconté. Et mon père explique aussi à mon petit frère ce que son père, et ce que son père a eu à son grand-père à raconter. Nous n'avons plus de modèle. La femme est intendant. Mais qui investit l'intendant? C'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a perdu sa position. L'homme a tout transmis à la femme. Et du moment où il sait que la femme a pris sa position, l'homme devient égoïste. Et du
tu réclames sans savoir chercher à récupérer parce que la femme est trop spirituelle. Parce que la femme, du moment où la femme communique avec un enfant, que ça soit un homme, c'est-à-dire la femme a les capacités même, rien que par le langage, de t'empoisonner. Regardez une femme qui tient la cellule familiale. Elle prépare, elle est émotionnelle. Elle empoisonne la culture. Et rien ne peut prospérer. Même ton argent est maudit. Parce que Dieu a mis la comptabilité à l'homme. Mais qui surveille ton argent? Tous les jours, tu es dans la distraction. C'est la femme, mon père faisait, il dort, un moment il se réveille. Mais aujourd'hui, dès que tu finis le travail, au bar. Et quand tu reviens, qui est quelle heure? Tu dors, c'est moi qui sais que non, je m'avais quand même regardé si la fenêtre est ouverte. Et c'est moi qui sais regarder si cet enfant-là, est-ce que c'est comme ça qu'il était? Est-ce qu'il parle comme ça? Est-ce qu'il fait comme ça? Est-ce qu'il fait comme ça? Mais toi, tu as abandonné ta position. C'est que tu sais, c'est venir m'imposer que tu es un homme. Tu es un homme à cause de quoi? Excusez-moi, c'est à cause de la différence de sexe. Non, un homme, ce sont les actes. Tu veux que ta femme te respecte parce qu'il y a les actes. Avant, on disait que les mamans n'étaient pas soumises. Mais ces mamans, les mamans étaient soumises. Les mamans étaient soumises, on se soumet à une autorité par rapport à ces actes. La maman d'avant, son mari prenait même la place de son oncle. Parce que nous sommes à Tata. Son mari était devenu son oncle. Son mari était devenu son frère. Son mari était devenu son père. Les sœurs, les nièces, tout le monde habite chez le mari de la grande sœur ou de la tante. Et il sait qu'en période de saison sèche, il va d'abord abattre chez la belle famille. La femme crie, oh ma famille, pourquoi tu es venue? Non, tu sens que la personne s'attache à ce que tu veux. Mais je ne peux que délier tes lacets. Maman, je peux la tourner. Je peux que délier tes lacets. Mais déjà, tu ne m'écoutes pas. Quand je parle, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que les hommes n'ont pas de modèle. Parce que nous, les femmes, moi, exemple, j'apprends mes enfants. Ça, c'est exemple, on dit, je parlais du moule. Quand je parle là, je suis un moule. Je dis à ma fille ça, je sais qu'elle est que ma fille. C'est belle. Ce n'est pas un problème. Quand tu marches, parole et repères. C'est ça. Tu marches, mon père, son grand-père était un grand chasseur. Quand tu parles, il casse. Parce qu'à un moment, tu peux te percer. C'est la nature, c'est règle, je ne peux pas. Mais quand tu reviens un moment, tu peux, je suis passé par là. Je suis passé par là. Mais accepte aussi qu'on te dise qu'il faut retourner. Donc les hommes ont abandonné leur position. Si les hommes ont des moules, les gens de 1900 jusqu'à 70, mais le reste là, les hommes n'ont pas de modèle. Il faudrait qu'on a des modèles, des icônes, mais on s'inspire. Mais papa sort tous les jours. L'enfant, même l'occasion, te dit mon père m'énerve. Il te dit quand papa n'est pas là, je suis même content. Parce que. Et c'est que sa mère apprend. Sa mère apprend quoi? Il faut faire comme ça. Il faut faire... Mais l'enfant est assujetti au conseil de... C'est que quand il aura une femme, il fait quoi? Il ne fait que transporter ce qu'il a reçu de la mère. C'est tout. Et quand le boss arrive, c'est le ballon. C'est ce qui l'intéresse. Et même depuis la grossesse, l'enfant est déjà... Il n'a pas de modèle. Donc, c'était ça, ma contribution. Avant de passer le micro à ma très chère petite sœur Miss Bouloualou, je suis contente parce que le terme Bouloualou chez les Pounou oppressait un peu les femmes. Quand une femme était un peu extravertie, on lui disait « Ah, tu es le Bouloualou, mais toi ton Bouloualou, je l'aime beaucoup. » Donc, je ne saurais pas vous remercier tant que ça. Mes remerciements vont aller à plusieurs personnes dans cette salle que je vais nommer
en guise de remerciement. Je vais commencer par le couple ici présent. Mes parents, levez-vous et merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'avoir persévéré. Je n'ai pas toujours été une fille facile. Bon, aujourd'hui, je vous ajoute un enfant Marondo. Je ne sais pas comment ça va se passer. Merci à vous. Je ne sais pas si le boss veut dire quelque chose. Donc, très rapidement. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est pour nous un plaisir de vous savoir tous ici. Les enfants. Je sais par où elle est passée. Croyez-moi que c'était difficile, très difficile. De ma qualité, je suis officier de police judiciaire. Je connais la difficulté. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne femme. Ma qualité me demandait de réagir par rapport à ma fonction parce que je pensais que c'était suffisant. Punir. Et elle m'a amené sur le chemin pour dire punir ne suffit pas. C'est pas parce qu'on punit tous les jours que les enfants finissent par comprendre. Il faut trouver la méthode. On essaie une fois, 2 fois, et ça ne marche pas. Il faut discuter avec une autre personne. Le cœur que les femmes ont, nous, on ne sait même pas de quoi il est question. Et j'ai eu la chance d'avoir cette femme qui m'a amené à comprendre que la punition, ça ne me suffisait pas. Et que je devais me battre pour trouver un modèle pour accompagner les enfants. Et je suis allé sur ce chemin, à partir de la classe de 3e, jusqu'à ce que l'année terminale, on a continué à se battre jusqu'aujourd'hui. Nous en sommes fiers. Et à cause d'elle, on a poursuivi et nous avons eu la chance aussi d'avoir les jumeaux derrière. Et ensuite, on a fini par avoir les triplés après. Donc, pour finir, je dis encore merci à tout le monde. On va continuer à se battre parce que c'est une bagarre dans le chemin, parce que personne d'entre nous ne connaît le lendemain. Le lendemain, c'est ça aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. On doit continuer toujours à croire, à se battre pour voir ce que ça va donner, parce que ce Dieu est au courant de ce qui se passera demain. Quand je suis parti de la maison pour aller au boulot et arriver ici, je ne savais pas que je vais rencontrer autant de personnes. Et là, j'ai dû apprendre même qu'il y a un cadet qui est arrivé ici pour les causes le concernant. Et il est là jusqu'aujourd'hui parce qu'il a prolongé. Dieu seul savait et je suis content pour ça. Encore merci à vous. Alors, je vais rapidement vous demander d'acclamer pour Madame la Présidente Marie-Evo. Marie-Sylvie Evo a posé pardon et à la tête de la création de femmes savoir dire non aux violences. Je voudrais saluer la présence chaleureuse de la mère spirituelle de Maondo, conseillère conjugale éducatrice à la paix, Madame je voudrais dire merci aussi à ma petite sœur juste derrière. Je ne savais pas que j'avais une petite sœur, Kadi Gitandi, et je n'ai pas encore rencontré sa mère, mais j'ai découvert que j'avais une famille à Bellevue 2. Donc, maman, merci d'être là. Merci. Je voudrais dire merci aussi à mon prof de Ipounou, Monsieur Sosten Zangoul. Merci pour l'engagement. Je voudrais dire merci à ma sœur Leïla Andel. Merci. Hier, on avait un problème parce que ces cartons que vous voyez là, je les ai récupérés ce matin et j'étais dans le stress parce que je me disais, mais comment je vais faire pour les dédicaces? Elle m'a écrit à 3h du matin pour dire, même comme les cartons sont venus. J'ai dit, mais il faut qu'on lui les là. Donc, merci à elle, merci de croire en moi, merci de m'accompagner. Je ne reconnais pas tout le monde, mais je me levais. Alors, j'ai été maquillée par ma petite tante. C'est vrai qu'en âge, elle est ma cadette, mais c'est ma tante. Je l'appelle ma petite tante. Donc, c'est tante Kwele qui a eu le plaisir de me soutenir aujourd'hui.
Je vous invite d'ailleurs à suivre sa page Tears of Beauty, c'est ça. Donc voilà, elle se déplace aussi. Alors je vais saluer quelqu'un qu'il me fallait voir absolument. Je dis que lui c'est le père spirituel de Maondo. Donc c'est l'apôtre des traditions. Il se fait appeler le roi. Donc lui c'est le roi qui a son abbé solo. Quand je dis toujours c'est lui, c'est le fond de Djibanga. Donc voilà, c'est le roi qui a son abbé solo. Merci d'être là. Je vais saluer mon petit frère là-bas. Je suis tellement surprise de te voir. Monoyek. Voilà, merci d'être là. Alors, je vais avoir le bonheur de saluer ma maman. Madame Makonga, le papa Célestine. Cherchez bien dans les nouvelles de Maondo, la dame se cache quelque part. Voilà, donc ça c'est ma maman, c'est l'aînée de ma maman. Elle m'a appelé ce matin, j'étais en train de me maquiller, elle m'a dit « Mais je t'appelle pour te dire bonjour, décroche !» Voilà, donc merci maman, merci d'être là. Alors je vais saluer le frère qui nous vient du Bénin. J'espère que nous t'avons donné une raison de rester et j'espère qu'on prendra contact. J'espère que tu me liras. Okay. Alors je vais remercier mon très 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 cher grand frère, le commandant. Alors merci Rémi d'être là. Merci. Bon, on a déjà remercié Chélie, je vais remercier, c'est toujours ma sœur en Christ d'ailleurs, mais le Christ dont on parle ici, c'est la Trinité. Donc elle est sociologue, Marie-Stella, merci. Je vais chaleureusement saluer une amie de longue date. Alors c'est la Gabonaise la plus moderne que je connaisse. Tous les samedis, elle est de l'autre côté de la pointe de nuit avec des bananes sur le dos. Et je suis surprise de la voir là. Merci Amanda d'être là. Merci. Alors c'est une collègue de combat et de lutte, Svetlana. Elle m'a dit que j'habite déjà en brousse même, comme je ne sais pas comment je vais faire. Merci Svetlana, dame et homme. Elle a aussi une organisation, donc n'hésitez pas à réseauter, c'est important ce que nous faisons. Je vais saluer ma sœur Grace Prévine, Moma. Merci d'être là. Alors, si vous suivez en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a un jeu de trucs de Castelpierre. Oui, c'est une compétition de chanteuses. Voilà, donc je vais la laisser chanter deux petits mots pour Maondo. Comme ça, vous allez les voter pour elle parce que c'est... Bonsoir. Je m'appelle Myrna. J'étais pas prête. Je suis même pas en mode chanteuse en fait. Ok, donc je chante quelque chose. Ce que je veux. Ok. Alors, je vais... je suis en train de processer dans ma tête. Hein. Nanda. Et mutine son délire à elle, c'est de lire et de vivre ses désirs, mais elle ne sait pas que la vie lui réserve de belles aventures. Alors elle crie, elle appelle que sa mère la console, maman chanter les chansons qui ne sont pas encore sorties. Exclusivité. Ça sort bientôt. C'est une exclusivité du duo dont je fais partie avec mon compagnon de route. Il s'appelle Pat Lacrate, si vous connaissez. C'est lui qui fait
celui qui fait chanter les cordes de la guitare. Notre duo s'appelle Banami, ça sort bientôt et vous pouvez me voter tous les jeudis pendant le live de Castel pour le Battle des Queens et je suis le numéro 3. Les autres numéros, vous ne savez pas compter. Merci à toi d'être là. Je sais que tu étais occupée. Alors je vais remercier mon très cher oncle que je n'ai pas vu depuis 7 ans. 7 ans, tonton Anissé. Merci d'être là. Merci. Je vais saluer avec beaucoup de respect et de délicatesse celui qui nous aide à théâtraliser nos vies, parce que la vie est une scène de théâtre. S'il vous plaît, make some noise. Le maître Michel là-haut. Alors, je vais peut-être identifier mon petit frère. Alors, lui, il est en lutte pour que l'Afrique redevienne l'Afrique de Kama. C'est mon petit frère. Il est tellement brillant, il s'appelle Eddie. Donc, vous n'allez pas trouver son prénom quelque part. Petit frère, je suis fière de toi. Et il faut que je te dise ça. Donc, je vais en profiter pour saluer mon aîné aussi, monsieur Makonga Fridolin, qui a une entreprise qui s'appelle Fridelec. Alors, au Gabon, on a la chance d'avoir un Jackie Chan gabonais. C'est tout. Merci d'être là. Alors, je vous ai dit, parce que je vais oublier personne, moi je suis du sud du Gabon. Je suis Pounou de Chibanga, mais je suis née à Lambaréné. Mon village, c'est à Kango. J'habite à Libreville et je construis au Colassi. Donc, la vérité, c'est que je suis très attachée au Moyen-Orient parce que je crois que rien ne se fait par hasard. Lorsqu'on a la chance de naître dans une contrée, on est automatiquement lié à cette contrée-là. Et moi, je dis toujours que les miens me doivent mon placenta. Donc, l'Ogoué, c'est chez moi et j'ai eu la chance d'avoir rencontré Monsieur Rougou, qui est là et que je tiens à saluer. C'est un défenseur de son île. C'est un gars du Moyen-Orient très attaché à ses racines, qui œuvre beaucoup pour la préservation de nos cultures et surtout de nos terres. Merci. Merci d'être là. Donc, j'ai ma petite sœur Margie là-bas. Qui est-ce que j'ai encore dans la foule que je reconnais? J'ai ma petite sœur Grace là. J'ai ma petite sœur Edith là. J'ai mon père spirituel là, Jacob. Donc, et je vais vous demander d'applaudir les femmes qui m'accompagnent dans l'ONG Filles, Femmes et Fières. J'ai cité la coordinatrice générale, Charline Mangondou. C'est elle qui s'occupe des activités de l'ONG lorsque je ne suis pas là. Je voudrais saluer aussi notre chargée de communication, ma petite sœur qui se cache là-bas, Moko. Merci. Alors, je vais vous demander de faire un gros big up à celle par qui l'aventure a commencé. C'est ma fille, sa femme qui n'a pas noté. Il veut aussi la garder là plusieurs années. Elle est là-bas, aussi. Et son petit frère Wami. Et enfin, je vais terminer par vous dire, Diboti Neni, merci du fond du cœur. C'est un processus de création qui n'est pas facile. Je suis contente d'être revenue au Gabon, même si je repars très vite parce que j'ai des obligations familiales et professionnelles. Mais toujours est-il que je voudrais vous remercier pour le temps, pour l'amour, pour la tendresse que vous me manifestez ce soir. Je vous invite à manifester de la tendresse pour toutes ces femmes-là que vous lirez, que vous découvrirez. En fait, ces femmes sont autour de vous. Et je ne vais pas me dire merci à moi-même, j'ai envie de dire merci à 3 femmes très spéciales ce soir. Non, 4. Ma mère. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Je t'aime maman. Ni Urondi. Et puis maman Anifa a dit que l'amour déplace les montagnes. J'ai déplacé ma montagne pour toi. Voilà. Et puis je t'emmène la petite Marondo. Voilà. Donc je voudrais dire merci. Merci à cette charmante dame. Merci à elle. Merci à elle parce que lorsque je recherchais une salle pour organiser cet événement, l'Orchidée est allée la voir en dernière minute. Elle a dit qu'elle allait sur les réseaux sociaux et elle a adoré le personnage de Marondo. Donc elle a dit oui. Pourtant, toutes les activités du mois de juin étaient déjà bookées.
Merci. Merci beaucoup. Alors, l'aventure, moi je dis que ce livre est d'abord une aventure humaine. J'ai découvert cette petite boule d'énergie sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime avec elle, c'est que le boulot à loup, quand on nous disait toute jeune, tu as le boulot à loup, on nous ostracisait, ça nous rendait timides, ça nous empêchait de nous ouvrir au monde. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui fait de son boulot à loup quelque chose de productif. C'est une femme engagée, même si elle ne le sait pas encore. C'est une femme vraie. Elle est très professionnelle. Elle revient sur les détails. Elle a pris soin de moi psychologiquement pendant tous ces jours-là sans le savoir parce qu'elle m'écrivait à 3h du matin pour dire qu'il faut aller dormir. Repose-toi, prends soin des enfants. Je voudrais que tu te lèves, Miss Boulolo. Merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Et je sais que la route sera belle. En tout cas, je te l'ouvre grandement. Merci. Alors, je vais terminer par celle que j'appelle la sœur que le ciel m'a donnée sans que je n'eusse demandé quoi que ce soit. C'est une femme qui est merveilleuse, mais merveilleuse de son talent, de son art, de sa douceur, de sa passion. En fait, moi je dis que si le Gabon n'avait pas Nanda, nous serions allés chercher Nanda quelque part. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de faire des immenses big up à Nanda la Gabonaise. Moi aussi je t'aime, Nanda. Merci, ne change pas. Reste comme tu es, pardon, le Gabon a besoin de toi. Donc voilà, merci à tous. Je tenais à ce que tout ce processus inclue les femmes depuis le départ. J'ai demandé des corrections à des femmes, j'ai demandé de l'inspiration à Frédéric. Ensuite, la maison d'édition, c'est une femme qui travaillait avec moi en majorité. La compagnie de fret qui a fait venir les colis au Gabon appartient à une Gabonaise qui vit en France, que je ne connais pas, mais je vous parle d'elle, c'est Oui Colis, c'est pour une femme. J'ai donné la communication de cet événement et de toute ma tournée médiatique à une femme. J'ai fait confiance à l'Orchidée Moulengui pour les livres, c'est encore une femme. Nous sommes tombés sur notre ange gardienne qui est encore une femme. Et ensuite, on a aussi Charline Mambundu qui est apparue comme ça au CCF sans savoir, même sans appeler, qui est une femme. Et je peux vous dire aussi que j'ai eu le soutien du collectif des femmes aux IGM non payés au Gabon. Donc ce sont des femmes travailleuses du secteur privé qui n'ont toujours pas perçu leurs indemnités journalières de maternité. Je ne sais pas si elles sont là dans la salle, mais je sais qu'elles me soutiennent et je tiens à vous dire qu'il y a encore des causes 65 qui existent. Donc toutes ces femmes-là ont participé à ce que vous avez vu aujourd'hui. Je crois qu'il y a un cocktail en haut. Oui, un cocktail précédé d'une présentation de Sounou Assurance. Ah, d'accord, c'est parfait. Je pense qu'on va passer à la phase dédicace. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous prie, s'il vous plaît, d'acheter ce ouvrage et aider la Libonie du Papa et soutenir la littérature gabonaise. Merci à l'ECNK, merci Bénicia, merci au Presque Grand Bongili et merci à toutes et à tous. Et on se retrouve pour la dédicace et les photos. Merci. Alors,